L'objectif de cette imprimerie, c'était d'assurer la sortie de l'Illustration, qui était le grand journal illustré de l'entre-deux-guerres. Le journal de l'Illustration a été créé en 1843. Il occupe une place réellement particulière dans l'histoire de la presse française puisqu'il propose dès l'époque une richesse de sujets et puis il met réellement l'image au centre de sa politique éditoriale. Une sorte de Paris Match avant l'heure, si vous voulez. Toutes les familles françaises un peu aisées étaient abonnées à l'Illustration. La famille Bachet va vouloir augmenter le nombre de tirages et pour ce faire, réellement revoir l'ensemble des installations qui jusqu'ici étaient situées à Paris et à Saint-Mandé. Avant de réaliser son imprimerie, Bachet avait visité ce qu'il y avait de plus moderne dans les pays techniquement les plus avancés, qui étaient l'Allemagne et les États-Unis. Et il a voulu faire aussi bien, voire mieux, et d'y mettre les moyens. L'inspiration américaine, on la note au moins sur deux niveaux. D'une part, le gigantisme du projet, et d'autre part, cette volonté de rationaliser la chaîne de conception de la revue. Gigantisme, l'imprimerie fait 136 mètres de long sur 90 mètres de large, une hauteur de 15 mètres, à percer de 2 cours centrales pour faire entrer de la lumière au sein des ateliers. Et la rationalisation de la chaîne, c'est que les 3 niveaux de l'imprimerie correspondent chacun à une étape de conception de la revue, la composition qui se fait au second étage, l'impression qui se fait au premier, et au rez-de-chaussée, on regroupe le façonnage, l'expédition et le stockage. Mais la référence la plus significative de cette inspiration américaine est sans conteste la tour, qui est, elle, directement une inspiration des buildings des sièges de presse américains, comme le Chicago Tribune ou le Daily News à New York. Il y a une tour dans ce projet pour le marquer comme un phare, comme une sorte de tour Eiffel maçonnée qui serait un signal dans le paysage, visible de loin. La tour mesure 64 mètres de haut. Elle s'élève sur 8 niveaux différents qui sont réellement dédiés à l'administration de l'imprimerie. Elle se termine par un réservoir d'eau dont les 4 côtés sont flanqués par un cadran horaire. Ça rappelle par ailleurs l'importance du temps pour la presse. En haut de ce réservoir se trouve une coupole qui est chapeautée par un mât, un porte-mât, un porte-drapeau, qui lui-même est éclairé par un système de projecteurs. C'est une réelle mise en scène, c'est l'Amérique à Bobigny. Il voulait à la fois faire un outil industriel performant et un outil représentatif de l'illustration, de ce qu'elle était. Progressivement, la revue décline, les tirages se font moindres, le site est repris dans les années 70 par une société de logistique, la 7, et progressivement, le site est abandonné. Se pose la question de son évolution, de son avenir, et assez rapidement, l'université de médecine propose de réinvestir les lieux pour y installer une unité biologie et médecine. Débute alors l'idée d'un projet plus ambitieux de campus universitaire avec le lancement d'un concours en 1995, remporté par l'équipe Paul Chemetov, Borja Huidobro. Postérieurement à l'abandon du site par l'illustration, ce bâtiment a servi de centre de routage. Et un incendie, on a détruit une partie au second étage qu'on a restituée avec une charpente nouvelle métallique, mais restituant le volume et laissant voir le grand amphithéâtre. Donc la figure était forte, il n'y avait aucune raison de ne pas l'utiliser. Bien construite, représentative, significative. L'intervention de Chemetov-Huidobro, elle a de ça d'exemplaire qu'elle s'intègre dans cet ensemble patrimonial, j'ai envie de dire, cette ancienne imprimerie, s'effaçant derrière le monument pour essayer de le valoriser et d'optimiser au maximum les espaces. L'université n'est pas une imprimerie. L'imprimerie est surpuissante par rapport à l'université dans ses capacités structurelles. Donc on a pu faire plus grand dans le même budget, offrir de meilleures hauteurs sous plafond, de meilleures surfaces, des distributions qui n'étaient pas des couloirs, mais vraiment des zones où les élèves, les professeurs peuvent se croiser, s'arrêter, discuter. Ce qui se passe dans l'interclasse est aussi important que ce qui se passe dans les classes. Une des interventions marquantes est ces systèmes de mezzanine et de niveau qui viennent se greffer à la structure en béton, qui est un élément réellement marquant du caractère monumental et industriel de cet ancien site. On a tenu absolument à ce qu'il y ait un état réversible de notre intervention. Si demain on pense qu'elle est mauvaise, on peut en faire une autre,
on peut la démolir. Ça ne met pas en cause l'intégrité, la vérité de ce qui est maintenu du projet original en béton. Il suffit d'entrer sur ce projet pour voir que c'est un projet totalement de réemploi. C'est sa raison d'être, c'est la raison pour laquelle nous avons été choisis. Et le fait que pour le même argent, on en faisait plus, puisqu'on n'avait pas à rebâtir ce qui était déjà là et à en payer le coût de démolition en plus. Pourquoi gâcher les choses? Comme si le monde était illimité, la richesse était illimitée. Tout ça n'est pas vrai. Nous vivons dans un monde fini, nous le savons. Dans ce monde fini, le réemploi est une condition essentielle de la survie et du réemploi de notre monde même. L'architecture industrielle de cette ancienne imprimerie, qui n'a pas d'égal en France et qui par ailleurs a regroupé les services d'un titre, l'illustration de notoriété nationale voire internationale, n'a pas donné lieu à une protection au titre des monuments historiques. Au milieu des années 90, la question s'est posée, mais l'onction patrimoniale a échoué. 30 ans plus tard, se pose la question de pouvoir réinvestir ou de préserver, de conserver cet ensemble patrimonial et qui du coup questionne l'intégration dans cette protection de l'extension réalisée par Chemetov et Widobrook.